Bonsoir à tous, bienvenue à ce 34e numéro du Bistrot d'Allez le LOSC, saison 2, l'émission réalisée par des supporters du LOSC, notamment les Dogs du Net et le site Allez le LOSC, pour les supporters du LOSC, un rendez-vous hebdomadaire sous forme de table ronde entre différents supporters de différents horizons. Alors ça fait 3 semaines que je vous la prépare, je peux enfin vous la lancer. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, ils sont ici, les Lillois. Donc, je vais vous commencer par vous présenter les habitués du bistrot. Donc, vous voyez déjà avec sa belle chemise grise et son fond plein de logos du LOSC, Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de saison, il a soigné sa tenue, une tenue estivale. Il est là également avec nous, avec sa belle casquette, Monsieur Big Data, Baptiste de la page Twitter Breaking Dogs, enfin du compte Twitter Breaking Dogs. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et ma casquette n'est pas là pour cacher une quelconque calvitie. Ne vous inquiétez pas. Je prends ça comme une attaque directe et j'en suis vraiment extrêmement désolé. Ça se réglera tout à l'heure. Il a une magnifique page de l'équipe en fond d'écran avec un visage qu'on connaît bien ici au LOSC et qu'on évoquera certainement dans le courant de l'après-midi, dans la soirée. Décidément, j'ai du mal ce soir. C'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Et ensuite, un aussi habitué de l'émission, donc Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous, et ses cheveux ne cachent aucune calvitie. Bon, je vois que c'est une attaque en règle, voire même un peloton d'exécution contre ma personne. C'est tout, je rappelle que c'est moi qui dirige les débats jusqu'au moment où je déchire le conducteur. Et un visage que vous ne connaissez pas encore, et c'est un supporter du LOSC, il est italien et il anime le compte Twitter Dogs Italia, c'est Lorenzo. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, finalement, je suis content d'être là après 2-3 semaines un peu compliquées où je devais y être, je ne devais pas y être, tout ça. Bon, je suis content d'être là. Bonsoir à tous. Voilà, les agendas sont parfois compliqués à réunir. Ah oui. On a une fin de saison qui est aussi assez animée avec beaucoup d'invités sur le bistrot d'Allez le LOSC, mais on a enfin réussi à te faire venir. Alors, on va raconter l'historique parce qu'en fait, on est tombé sur ton compte Twitter qui débriefe l'actualité du club en italien. Alors forcément, le bistrot d'Allez le LOSC étant polyglotte, on a déjà reçu des invités espagnols notamment, on s'est dit ça peut être intéressant, ça peut être amusant d'avoir ce regard et on a essayé d'en savoir plus. Alors d'abord, on s'est rendu compte avec un extrême plaisir que tu parlais très bien le français, en tout cas beaucoup mieux que nous l'italien, et ça c'est un grand soulagement pour le bistrot d'Allez le LOSC. Alors j'ai 2-3 questions à te poser. D'où vient finalement, alors d'abord tu es italien, tu es où en Italie? Alors là, dans l'instant, je suis à Riccione, à côté de Bologne, dans le nord, parce que ici, je travaille avec une agence qui fait de l'intermédiation du scouting dans le foot. Mais normalement, moi, je viens des Pouilles, donc je suis du sud de l'Italie et voilà, j'ai vécu la grosse partie de ma vie là-bas. Et après, j'ai connu le LOSC, mais ça, je le dirai après, mais en étudiant à Lille, j'ai fait ma licence là-bas. Donc après l'école ici en Italie, je suis parti directement étudier à l'université en France. Et donc, j'ai commencé un peu ma vie, entre guillemets, adulte, on dirait, à Lille. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu la ville. J'ai commencé à suivre le club, j'ai commencé à suivre son actualité, à avoir de l'amour pour ce club. Voilà. D'accord, donc en fait, c'est ton passé d'étudiant qui t'a fait connaître le LOSC. Mais comment tu en es arrivé finalement à faire un compte Twitter en italien? Je veux dire, il y a une cible pour ce compte? Il est suivi par beaucoup d'internautes? Alors, pour l'instant, on est, je pense, 150 auprès de ça. Et en gros, j'avoue que je l'ai même fait trop tard, peut-être, ou je l'ai fait tard, dans le sens que moi, je suis le LOSC depuis mon arrivée à Lille. On parle de 2016. Donc, voilà, ça fait 6 ans et demi que je suis le club. Dès que j'ai commencé à vivre à Lille, franchement, j'ai jamais perdu un match du LOSC. Que ce soit, moi, j'ai vécu en Espagne, je suis retourné en Italie, j'ai été en Argentine aussi. Mais j'ai toujours regardé le match du LOSC, j'ai essayé à le suivre partout. Et ça part du fait qu'en gros, moi, en venant du sud de l'Italie, je n'avais pas vraiment une équipe parce que nous, on n'est pas habitué à avoir.
Moi, je viens à côté je vis entre Lecce et Bari. Du coup, on n'est pas vraiment habitué à avoir une équipe en Serie A ou que ton père ou que, je sais pas, ton grand-père il t'amène au stade. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de suivre une équipe de près. Donc, pour moi, vivre dans une ville, c'est même un peu connaître au niveau de la société, ça veut dire quoi dans la ville et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à suivre le LOSC, en gros. Et après, voilà, j'ai plus perdu que ça. Donc, c'est un lien que moi, je ramène depuis des années désormais. Et pourtant, Lecce, ils ont joué en Serie A. Ils ont joué en Serie A, oui. Moi, je suis à 1 heure après. Je ne suis pas vraiment à côté. C'est pas vivre dans la ville. Je connais des gens qui vont voir les matchs, tout ça, mais je t'avoue, c'est pas la même chose. Moi, je suis arrivé à Lille, j'avais 18 ans, je vivais tout seul. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'a pris du fait de connaître la ville, connaître un club, être amoureux d'un club, aller au stade chaque samedi. Tu vois, c'est différent. C'est différent. Ouais, je comprends, tu étais un peu loin du stade. C'est comme nous et Lens. Il y a un peu moins d'1 heure de route, mais on n'y met jamais les pieds. Alors, moi, je vais faire une blague dont j'ai honte à l'avance. Moi, je trouve ça normal parce que autant j'aime bien dire je vais me faire un match à Lille, autant j'aurais du mal à dire à mon épouse que je vais me faire Lecce. Allez, J'ai pas osé. On avait une là-dessus, mais j'ai pas osé. J'ai barré du tout. Absolument. J'espère que justement elle n'écoute pas, qu'elle a déjà arrêté son On l'embrasse. écoute. Mais bon, On l'embrasse. On l'embrasse. Hein. On a après, beaucoup... juste pour terminer, juste pour, Vas-y. dire, pour la question que tu m'avais posée, je l'ai fait tard par rapport à ce qui a été ma façon de suivre le club, même quand peut-être je ne jouais pas la Ligue des Champions, l'Europa League, tout ça, ou même mes potes qui savaient que moi je suis le LOSC, ils me disaient, ah ouais, c'est bien, ils ont gagné le championnat, tout ça. Et après, moi, j'étais là même pour des 15e places, je suis allé regarder des LOSC gagnant 0-0, des matchs comme ça. Donc, tu vois, pour moi, l'amour pour le LOSC, c'était bien avant ça. Mais c'est sûr que ça a aidé au fait que les Italiens ils suivent un peu plus l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que maintenant ils connaissent, il y a beaucoup de joueurs que voilà, ils sont connus. Le fait que le LOSC ait gagné un titre historique l'année dernière, tout ça, ça a sûrement aidé au fait que les Italiens ils s'approchent beaucoup plus. Bon, en tout cas, on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook du bistrot d'Allez le LOSC. Vous pouvez également regarder l'émission en direct sur le groupe Allez le LOSC et vous pourrez regarder le replay sur notre chaîne YouTube du bistrot d'Allez le LOSC, à laquelle, bien sûr, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker et à partager nos informations pour que nous soyons le plus nombreux possible pour suivre cette émission et participer avec vos commentaires. Alors, on a beaucoup de commentaires, notamment de gens qui ne sont jamais très loin du bistrot. On a Georges, qu'on connaît bien ici, qui nous dit comment Lorenzo est-il arrivé à supporter le LOSC, hormis le fait qu'il n'y ait pas de grand club italien. On a répondu en partie à cette question. On a Marcel Viox qui nous dit qu'en Italie, pour aimer le LOSC, il suffit d'aimer le Milan AC. Donc là aussi, on a déjà évoqué plusieurs fois le débat. Ce sera peut-être encore un sujet l'année prochaine. C'est encore pire. Ouais. Et puis, on a Capenoul qui nous dit que je vais me prendre un coup de balai parce que je fais des blagues complètement extraordinaires à l'antenne. Donc, je ne peux que lui confesser qu'il a raison. Je vous rappelle également donc, que dans cette émission, vous pourrez gagner une place pour le match Lille-Rennes, donc le dernier match de la saison. Il vous suffira de répondre à la question que je vous poserai dans quelques minutes donc au fil de l'émission. Le premier qui répond, qui donne la bonne réponse, gagne la place pour assister au match avec toute l'équipe ou presque du bistrot d'Allez le LOSC. Lorenzo, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu sais car tu as déjà regardé l'émission, que nos invités commencent finalement le tour de table par ce qu'on appelle la question à la con. J'imaginais que ça allait arriver, ça. Ah, ben forcément. Alors, c'est une question stupide à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, mais qu'on va te poser quand même. Et celle-là, j'avoue que j'aimerais bien que tu aies une réponse, même si je doute que tu n'en as pas beaucoup. Tu es donc originaire, Lorenzo, du sud de l'Italie. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que de cet endroit, tu sais voir où se trouve l'argent du transfert d'Osimhen à Naples?
Non, mais je peux penser c'est où, voilà. Voilà, tu n'es pas obligé de répondre parce qu'on ne voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose, donc on va Non, non, rester non, discret non. sur la Je Suisse. sais rien, mais je sais pas, mais voilà. Comme c'est Que- passé- c'est une chose qui s'est passée et c'est pas la première fois parce que malheureusement c'est ça. Voilà, je peux imaginer. Voilà. Pour Et rester, est-ce que pour rester sérieux, justement, est-ce que justement en Italie, on parle beaucoup de ces scandales et ces enquêtes financières? Est-ce que ça fait partie des habitudes locales ou est-ce que c'est un cas vraiment particulier lié à... Oui et non, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment trop parlé de cette affaire-là, même s'il y a eu des choses pas vraiment trop dans le passé qui sont passées, par exemple avec, je ne me rappelle pas bien, mais c'était des transferts la Juve, je pense. Mais après, c'est des choses que ça fait des années qui sortent des fois. Des fois, c'est vrai, des fois, elles ne sortent pas. C'est comme ça. Voilà. Julien, je t'ai coupé la parole. Non, pas de problème. Est-ce que le fait qu'un de nos actionnaires, en tout cas un des membres de Merlin, qui prend la parole pour Merlin Partners et qui s'appelle Alessandro Barnaba et qui est italien, est-ce que ça joue dans ton amour pour le LOSC? Ah non, pas du tout. Je ne le connaissais même pas, je t'avoue. C'est vrai, tu sais pas qui c'est? Non, 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 pas du tout. Non Bon. plus. Bah, comme tu lis très bien l'italien, nous, on aimerait bien que tu nous trouves des infos sur lui parce que, comme tu le sais, on a des actionnaires à Lille qui sont parfaitement inconnus et qu'on n'a jamais vus au stade. Donc, on aimerait bien savoir à qui on appartient. Ça, c'est des questions qu'on se pose dans la vie, tu vois. Qui est mon père, à qui j'appartiens, des choses comme ça. Et nous, on ne sait pas. Donc, on est orphelin de propriétaire quelque part. Donc, Oui, si non, tu as non, des mais- infos là-dessus, n'hésite pas. Ouais, pas de souci. Pas de souci. J'espère, Julien, que tu connais qui est ton père parce qu'il a gagné la place la semaine dernière. Il va falloir que je le contacte après En plus, l'émission. il nous regarde. Bon, on a une introduction qui était un peu décousue, on va dire ça comme ça. Je vous propose de passer à la première partie de cette émission. Donc, un retour sur le dernier match de championnat, le match Nice contre Lille. On a appelé ça la révolte des Tongs. Donc, un hommage aux déclarations de Christophe Galtier quelques jours avant le match. Alors, bien évidemment, on va parler de ce match. Bien évidemment, je vais me tourner vers Baptiste, qui nous a certainement, j'espère, préparé quelques statistiques. Bien sûr, elles sont là, elles sont là. Donc Nice domine, mais Nice s'incline. Gourvenec a enfin trouvé le petit truc qui nous manquait. Ça, c'est une bonne chose au niveau des statistiques. Nice, comme j'ai dit, a dominé. 59% de possession contre 41. Pour le LOSC, même au niveau des tirs, 16 tirs, dont 6 cadrés, 9 tirs, dont 5 cadrés. Donc quand même, pour une fois qu'il y a du réalisme du côté du LOSC, bravo au LOSC. Au niveau même des corners, 10 corners du côté de Nice, seulement 3 du côté de Lille. La statistique, on retiendra qu'il y a eu un seul hors-jeu de part et d'autre, alors qu'il me semble que Bourak est titulaire. Donc ça, c'est quand même bravo Il à Nice. fatigue de plus en plus. Ouais, Il n'arrive plus à être en jeu. il faut le préciser. Et je terminerai sur les niveaux des passes réussies. Par contre, ça m'a un petit peu choqué, c'est que 80% des passes ont été réussies du côté de Nice, mais seulement 72 du côté de Lille, une baisse de 9%, assez bizarre. Bon, je vous rappelle le chapitre de cette partie. On va faire un premier tour de table pour avoir vos sentiments qualitatifs sur la rencontre, donc ce que vous en avez retiré, les faits marquants. Ensuite, on fera le tour des deux équipes pour en retirer les tops et les flops. Et ensuite, on terminera par finalement les déclarations de Christophe Galtier avant et après le match. Et donc, on reviendra là-dessus à la fin de cette première partie. Je vais commencer par donner la parole à Stéphane. Stéphane, comment tu as vécu ce match Nice-Lille? Tu l'as vu à la télévision, je Ouais, suppose? moi je l'ai regardé, c'était sur Canal Sport, je crois, donc enfin sur Canal, donc je l'ai regardé. Je l'ai vécu en mode Tongue, c'est-à-dire que je me suis dit pas de prise de tête, on va s'en prendre 3-4, donc on y va, on regarde parce qu'on peut pas s'en empêcher, mais voilà, sans plus. Par contre, dès que ça a commencé, forcément on est pris, à un point que la première mi-temps m'a vraiment fortement énervé.
J'ai pas pu résister de tchiater d'ailleurs, même parce que ça m'énervait à un haut point où je n'ai rien vu du tout. C'était d'une tristesse affligeante. Le côté gauche, un vrai massacre à la tronçonneuse. Seul point positif, c'est toujours Fonte qui derrière a essayé de rameuter ce qu'il pouvait. Jardim qui a fait son job, qui nous a laissé en vie. Et puis après, 2 gros coups de chance avec une transversale et surtout la tête de Delors qui touche les 2 poteaux. Donc une première mi-temps très pénible. J'aurais bien aimé connaître ce qui se disait dans les vestiaires, parce que pour moi, là, si quel que soit le moment de la saison, c'est pas parce qu'il restait 2 matchs, il fallait un discours fort de l'entraîneur, il fallait même à la Aulas une descente du président dans les vestiaires. Peut-être que tout ça, ça a été fait, j'en sais rien. Et puis que on puisse engueuler un petit peu tout le monde. Je crois que dans mes propos, j'ai même été très très dur. Et puis il y a eu la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est lié à ça ou si c'est un sursaut d'orgueil que j'espère, mais une toute autre approche du match. On a joué beaucoup plus haut, pour une fois des changements immédiats qui étaient de bon ton. Donc un Bamba qui s'est replacé en milieu. Puis d'ailleurs, s'il est encore l'année prochaine, il ne doit plus jouer devant, il doit jouer milieu, Bamba. Il faut qu'il arrête. Devant, il ne sait plus faire les différences. Donc, milieu, c'est très bien. Il a le coffre pour faire les efforts. Donc, un très bon remplacement. Les remplaçants ont été déjà impliqués dans ce qu'ils ont dû faire. Et c'est reparti de l'avant avec un premier but qui a remis un peu de baume au cœur à tout le monde. Donc j'ai très bien aimé la deuxième mi-temps et je suis content. Je pensais même voir le troisième, ce qui s'est fait tellement on était dedans sur la deuxième mi-temps. Donc on avait un ascendant psychologique, physique. Enfin, je reconnaissais même plus les Lillois et ça c'est bien. Donc juste en aparté, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est dit à la mi-temps pour voir ce qui a provoqué ce changement parce que on était mal embarqué. Christophe, est-ce que tu rejoins cette analyse à un match à 2 faces finalement, un côté pile un peu désespérant et un côté face un peu enthousiasmant? J'en aurais vu 3 même. Parce que le premier quart d'heure, il n'est pas si dégueulasse que ça en réalité. Alors on se procure pas grand-chose, mais on baisse vraiment de pied à partir du premier quart d'heure, oui, effectivement. Et alors là, c'est vrai que ça part en cacahuète. Nos 2 ailes, de toute façon, Stéphane parlait du côté gauche, mais le côté droit est vraiment pas mieux. Que ce soit Zegrova, Selic, à la ramasse totale, notamment sur cette première, mais même sur le match en entier. Fonte, finalement, je l'ai pas trouvé si bien que ça ce week-end. Ça lui fait aussi beaucoup de matchs cette saison, donc tout ça, ça s'explique. Et Gudmundsson à la ramasse totale. D'ailleurs, s'il sort à la mi-temps, c'est pas pour rien. Et les remplaçants, comme disait Stéphane, sont vraiment bien rentrés dans le match. Alors, je sais pas quel a été le discours non plus, mais vraiment, ça a été positif, ces rentrées. Brada, qui fait pas beaucoup de matchs cette saison, a fait vraiment une belle deuxième mi-temps, je trouve. Donc voilà, oui, après, sur la deuxième mi-temps, effectivement, je suis d'accord avec Stéphane. Pas de souci là-dessus, on a vu la même chose. Julien, est-ce que tu as la même analyse? Beaucoup de choses ont été dites, en effet. Un match à 2 vitesses, une première mi-temps laborieuse et en même temps, en voyant la composition en début de match, c'était difficile d'imaginer mieux. Et il a fallu en effet une recomposition de cette équipe en deuxième mi-temps pour que ça se passe mieux. Pour moi, cette compo d'avant-match, c'est pas que la compo de Gourvenec, c'est aussi la compo de la direction, parce que il te manque clairement Nias et Reinildo sur un match comme ça, puisque Sanchez, André sont forfaits, Cheka il est aux soins, Botman il est suspendu. Logiquement, c'est 2 joueurs qui auraient dû être là. Et moi, on ne me fera pas penser qu'avec Reinildo sur le flanc gauche samedi, on ne faisait pas une meilleure mi-temps. Donc, je suis un peu monomaniaque sur le sujet, mais ça m'a beaucoup énervé. Ça fait marrer tout le monde, ouais, mais ça m'a beaucoup énervé que pour 3 millions d'euros, on se fasse trouer comme on s'est fait trouer. Et on peut dire ce qu'on veut sur Gourvenec. À un moment, quand ton effectif il est court, il est court. Et il ne faut pas oublier que un peu tous ici, Bradaric, on en a dit beaucoup de mal, et je pense à juste titre, parce qu'il n'a pas été bon cette saison. Et il fait une très belle entrée. Et qui aurait misé 10 centimes sur Bradaric avant le match et aurait imaginé que c'est lui qui allait un peu sonner la révolte sur son aile gauche, quoi. Je pense aucun d'entre nous, en tout cas. Et c'est Gourvenec qui l'a fait, c'est Gourvenec qui l'a relancé. Donc,
pour moi, c'est un match que remporte Gourvenec, clairement, tactiquement, avec une compo de briques et de broc en début de match et quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux en seconde, tout en n'oubliant pas quand même, il faut rester humble, que les Niçois, ils en étaient à leur 3e match en une semaine et que, assez logiquement, ils étaient fatigués. Et d'ailleurs, Galtier sort Gouiri et je ne sais plus qui. En tout cas, il sort des joueurs majeurs de son équipe assez tôt, et ce qui vient déséquilibrer Nice et ce qui vient leur faire perdre beaucoup de puissance. Et c'est au moment où nous, on accélérait. Et après, je vais insister un peu là-dessus, on se rend compte que le football, c'est aussi un facteur chance, parce que ce but de David, il est extraordinaire. J'ai lu parfois, à certains endroits, une passe inspirée de Wea. Je suis désolé, quand tu reçois un ballon à 1,50 m derrière toi, j'ai du mal à considérer que c'est une passe inspirée. Pour moi, c'est une passe rintée. Et David, il a été extraordinaire de génie dans ce geste qui est juste incroyable. Hein. C'est un but complètement dingue. Et comme ça le relance, ça fait sourire tout le monde. Ça fait très, très, très longtemps qu'on n'ait pas vu sourire les mecs. Et un sourire de Fonté comme un enfant jusqu'aux oreilles. Je pense qu'ils étaient vraiment contents pour leur copain David, parce que je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise ambiance dans ce groupe, et ils étaient sincèrement contents pour lui, parce que de toute façon, c'est un gars qui fait des efforts et c'est un gars qui est sympa. Donc on ne peut pas, quand tu es dans un groupe, ne pas aimer David. Et voilà, et ce petit détail, ce petit truc qui bascule, ce petit geste génial de David enclenche la machine. Et au final, on fait une deuxième mi-temps qui est peut-être une des plus belles mi-temps de cette saison. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir jouer sur cette mi-temps. Et puis, c'était Nice en face, avec tout le contexte et tout ce qui s'était passé avant. Donc, forcément, ça faisait plaisir. Alors, quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Anthony qui écrit « Nous avons eu notre revanche après le 4-0 qu'on s'était pris à la maison ». Et on a Capenoul qui rappelle que on n'a jamais plaint le LOSC d'avoir joué 3 matchs par semaine. C'est effectivement, ça fait partie des handicaps qu'on a eu de nombreuses fois cette saison. Lorenzo, tu as vu le match également. Comment tu l'analyses? Est-ce que tu as le même regard Alors, je t'avoue que j'ai dû le regarder sur le site italien qu'on a ici pour les paris, qui s'appelle SNAI, parce qu'en gros, en Italie, on a eu un gros problème cette année avec la Ligue 1. Du coup, il passe que 3 matchs par semaine. Et la chance, c'était que cette année, parce qu'ils ont changé, l'année dernière, c'était DAZN en Italie. Cette année, c'est Sky Sport. Mais le problème, c'est que, bon, j'ai eu de la chance parce que lorsqu'il était champion cette année, donc ils ont passé beaucoup plus de matchs. Mais sinon, ça aurait été dur. En tout cas, j'ai regardé le match. Moi, je l'avais là, le 4-0 de l'aller, parce que c'était Galtier qui battait trop facilement son équipe. Voilà, pour lui, c'était facile de jouer contre ce LOSC-là en août. Donc, voilà, je l'avais enregistré, j'ai dit, ce match-là, il faut le gagner comme ça soit. Franchement, c'était le classique match qu'après la mi-temps, tu te dis, là, on va perdre encore. Et après, voilà, oui, un but de David c'est des mois qu'on attendait un peu des choses, juste parce que j'ai peur que le mercato, l'Inter, là et tout ça, il a un peu déstabilisé le mec, le pauvre, que je pense que mentalement, il a pas tenu. Voilà, il n'a pas tenu la pression et tout ça. Donc, je suis content pour le résultat. Le match, et même le coaching, c'est vrai, il a été bon, mais je trouve que le coaching a été bon parce qu'il n'avait pas de choix à Gourvenec. Les joueurs, ils étaient ça, les changements, ils étaient ça. Il a eu le bon choix de le faire au début de la deuxième mi-temps. Chose qu'on n'est pas habitué à voir avec Gourvenec. Ça a été un problème pendant la saison parce que j'imagine que s'il arrivait à changer un peu les choses avant, il pouvait y avoir. Après, la saison d'après le titre, c'est pas facile. Donc voilà, le changement, il a été bon. Et David, finalement, il a été bon. Il a trouvé ce doublé. Et s'il reste avec nous l'année prochaine, ça sera très, très, très bien de l'avoir comme ça. Et voilà. Et je suis content de gagner contre Galtier et contre Nice. J'avoue, c'était vraiment le match que moi, je me suis dit, même si on n'a rien à jouer, ça, il faut le gagner. Alors, Baptiste, tu as parlé stats. Tu ne nous as pas donné ton avis sur le côté qualitatif du match. Comment tu l'as vécu? Alors, d'ailleurs, je vais juste revenir sur une statistique parce qu'on parlait de Nice qui a un peu tout perdu. Il faut savoir qu'à la mi-temps, ils gagnaient 1-0. Ils étaient 3e virtuel avec la défaite de Monaco et tout ce qui s'en suit. À la fin du match, ils deviennent 6e au coup de sifflet final, ce qui pourrait peut-être leur empêcher
une qualification en Coupe d'Europe. Donc ça déjà, Lille qui d'ailleurs est dans le top 10 et restera dans le top 10, c'est les statistiques que je voulais parler. Après, au niveau du match, ouais, bah, je pense que tout a été dit. On a fait un bon premier quart d'heure. Après, on s'est rapidement éteint, surtout après le but de Kluivert. Et en deuxième mi-temps, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une révolte. Alors, je pense forcément qu'il y a dû y avoir des mots. Je pense d'Olivier Létang qui a clairement envie de gagner face à Christophe Galtier. Donc, c'est presque persuadé. Et donc, il y a eu une révolte de la part des joueurs avec deux entrées en jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu deux joueurs qui rentraient en jeu comme ça à la mi-temps. Donc, ça fait plaisir. Et au final, on gagne. Donc, cher pour Galtier. Sur ce magnifique cher, je te laisse poursuivre justement. Est-ce que tu peux garder la parole et nous faire part de tes tops et tes flops sur ce match, à la fois Ouais. côté lillois et également si tu as un joueur que tu as repéré de tes niçois. Du coup, du côté du top lillois, je vais mettre la paire David Gomez qui a très bien joué, voilà, autant des deux premiers buts, hein, très très beau, cette transversale même exceptionnelle. Donc ça, c'était mes tops du côté lillois. En plus, Gomez, il a joué milieu, c'était pas son poste, et il a C'est joué vrai. bien, il s'est bien adapté, je trouve. C'est vrai, c'est bon à dire. C'est vrai qu'il s'est bien adapté à son poste. Après, du côté de Nice, j'aimerais bien mettre en avant. Alors, c'est pas un de nos anciens joueurs, parce qu'on a eu son père, mais Justin Kluivert, qui a plutôt été pas mal l'ambidextre. C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir à Lille cette saison. Au niveau des flops, je vais mettre Edon Djeglova, qui nous avait habitués à mieux sur ce côté droit. J'ai l'impression que voilà, les défenses commencent à le connaître et devient de moins en moins imprévisible. Et j'aimerais aussi mettre en avant l'arbitre, M. Lenard, qui a plutôt bien arbitré ce match. C'est vrai que c'est un arbitre cette saison qui nous a plutôt bien réussi. Et donc, c'est bon à mettre en avant parce que j'aurai l'occasion tout à l'heure de parler du prochain arbitre de LOSC Rennes et je serai beaucoup moins clément avec lui. Je repars dans l'autre sens. Lorenzo, est-ce que tu peux nous faire part de tes flops et tes tops sur ce match? Alors, Conte, je t'avoue, je le mets dans le top, mais surtout pour la saison qu'il a fait, en gros. Et il arrive physiquement bien, et on était à la 37e journée, c'était pas facile. Et après, je mets David parce que la réaction a été importante, je trouve. C'était pas facile, c'était vraiment un moment où même les supporters, voilà, ils étaient beaucoup contre lui, même s'il ne le méritait pas trop, ce qu'il a fait cette année et l'année dernière surtout. Et comme flop, il n'y a pas vraiment un flop. J'avoue que Zegrova, peut-être il nous a déjà habitués à des matchs, à des gros matchs, et cette fois-là, c'était pas vraiment son match. Et Goodmanson, parce que c'est vrai que pour une demi-heure, on a vraiment eu peur à chaque fois que le Kluivert il arrivait côté droit. Alors, on a des réactions sur les réseaux sociaux. On a en flop Georges qui nous cite Gourvenec, car en gagnant ce match qui offre une opportunité d'offrir une qualif européenne à Lens, il aura fait chier les supporters lillois jusqu'au bout. Donc, on lui laisse la responsabilité de son flop. On a également en top, alors on ne l'a pas encore entendu, mais on va certainement, l'un d'entre vous va le reprendre. On parle de Jardim sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si Julien, tu considères qu'il fait partie de tes tops, hein? J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, qui nous a laissé en vie. Après, de là à dire que c'est un top, j'ai l'impression que cette saison, quand un gardien fait un match à peu près normal et qu'il arrête des ballons, on le met tout de suite en top. Il fait un match normal. C'est un match de bon gardien de but, mais j'ai pas vu de truc extraordinaire. Et au pied, ça reste encore perfectible. Donc, dans mes tops, moi, je mettrais plutôt David parce que c'est clairement sa résurrection et ça me fait vachement plaisir parce que j'espère qu'il va rester et que ce sera notre attaquant phare l'an prochain avec quelqu'un d'autre que Bourak à côté de lui ou derrière lui ou devant lui d'ailleurs parce qu'il est plutôt 9,5 qui lui mettra des bons ballons. J'ai beaucoup aimé Onana. J'étais un peu surpris de la hype autour de Lopez, qui certes a été Gomez, pardon, qui certes a été pas mal dans la distribution du jeu. En revanche, j'ai trouvé que le pauvre Onana, il a dû colmater quand même, hein.
qu'est-ce qu'il a couru pour compenser ce déficit athlétique de Gomez. Donc, gros satisfecit pour Onana qui, pour moi, a vraiment tenu quasi seul ce poste de milieu récupérateur, puisque ce que j'ai vu de Gomez, c'est qu'il est venu boucher des angles, mais de là à courir, à mettre un pressing, c'est pas vraiment ce que j'ai vu. Et le dernier top, le troisième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour Gourvenec. Moi, je trouve que Lorenzo, il nous dit qu'il n'avait pas le choix. Oui, il n'avait pas le choix, mais il fait quand même rentrer Yoro, il fait quand même rentrer Bradaric, et c'est pas si évident que ça. Il n'avait pas fait jouer Bamba, certainement pour le reposer, parce que Bamba n'a pas de 90 minutes dans les pattes en ce moment, et Bamba fait une belle rentrée. Donc moi, je trouve que Gourvenec gagne ce match. Et en flop, comme les autres, Zegrova, Gudmundsson, ça a vraiment été d'une tristesse terrible en première. Et puis Burak, qui est toujours... moi, j'ai aimé sa mentalité, j'ai aimé son sourire, j'ai aimé sa bise à Gourvenec à la fin. Il était vraiment dans un état d'esprit qui m'a beaucoup plu, mais il n'apporte pas ce qu'il apportait avant, et on aurait aimé qu'il marque un but, quoi. Alors, on a toujours des réactions sur les réseaux sociaux. La section Lincel qui met en top la victoire, les apéros sous le soleil, le DEP en général, Made in Salle, les flops, nos tickets de CB et nos achats impulsifs. Un jour, on saura ce qu'ils appellent achats impulsifs. Christophe, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? J'ai l'impression de m'être fait piquer mes notes par Julien. C'est un peu, c'est moche, hein. Mais je vais compléter un peu. Pour Jardim, à partir du moment où tu as des défenseurs autant à la ramasse que sur la première, forcément, tu es amené à devoir faire des arrêts. Alors, il les a fait, bravo à lui. Mais effectivement, s'il en avait fait qu'un, alors qu'on avait frappé 3 fois au but à Nice, j'aurais dit vraiment chapeau, un arrêt magnifique, machin. Alors que là, il a tellement été sollicité, notamment sur la première, que voilà, il a effectivement fait son job et il l'a bien fait. Alors, j'avais noté 3 étoiles Onana. Effectivement, quand on voit le problème défensif de Gomez qui a apporté quand même pas mal d'un point de vue offensif, je l'ai trouvé plutôt bon en ce poste de un peu deuxième pivot, mais effectivement tellement à la ramasse défensivement, que ce soit dans l'impact et dans la couverture, que Onana, chapeau, à mon avis, il a dû bien dormir dans la... Parce que franchement, je sais pas combien de kilomètres il a fait, Big Data, il doit pouvoir nous retrouver ça, mais bravo, super match. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau, et heureusement du coup, parce que ça arrive au bon moment, alors que notre milieu de terrain était décimé, donc chapeau à lui. Joe David, on en a parlé, hein, donc mon héros. Et j'ai invité Weah. Alors pourquoi Weah? Tout simplement parce qu'il met le but du troisième. Et je suis pas sûr qu'on tienne le dernier quart d'heure sans ce troisième. On sait très bien comment ça se passe depuis le début de la saison, combien de fois on a mené, combien de fois on a été repris. L'équipe est tellement fragile que sans troisième but, je pense qu'on aurait été capable de se faire égaliser. Donc voilà, je voulais le mettre en avant, ce garçon. Et en plus, je me suis moqué un peu la dernière fois. Mais là, effectivement, il a marqué un but un week-end et c'est peut-être son premier but le week-end. Donc bravo à lui. Je peux juste rajouter un truc. Je pense que, alors, on est complètement aligné avec ce que dit Christophe sur Onana, et donc, je l'ai dit, sur le déficit athlétique, physique de Gomez et sur son peu de tâches défensives, mais je pense que ça tient quand même la route au LOSC et qu'on arrive quand même à tenir un match comme ça grâce à David et Burak qui vraiment mouillent le maillot sur les tâches défensives. C'est pour ça, et je vais revenir dessus, je trouve toujours ces trucs de mouiller le maillot ridicules. Moi, j'ai vu des joueurs pas inspirés, machin, mais ne pas courir. J'ai pas vu ça encore à Lille cette saison. Les mecs, David et Burak, ils courent. Ils sont en manque de réussite, ils sont malhabiles, ils sont pas réalistes, tout ce que tu veux. Mais les mecs, ils courent. Et je pense que c'est ce qui explique qu'on arrive à tenir un match avec un milieu de terrain récupérateur aussi faiblard sur ce match. Baptiste, tu voulais dire quelque chose? Ouais, parce que Christophe nous demandait des statistiques sur Amadou Onana, il n'y a aucun problème, hein. Donc, sa vidéo de reprise d'Eva Queen a fait 7,3 000 vues. Il y a eu 140 clics. Voilà, si tu veux des statistiques, il n'y a aucun problème. Merci Baptiste. C'est beaucoup, 7 millions, c'est pas mal hein, pour une reprise de chanson 7 comme 000, ça. 7 000. Ah, j'avais compris 7 millions. 7 000. Ah non, c'est faible. 7 000, c'est faible. Et seulement 147 likes. Donc, je vais aller, hop, un petit pouce bleu, 148. Voilà, on aura peut-être l'occasion de le mettre en relation avec un bon producteur, ça doit pouvoir se trouver. Voilà, en tout cas, on en connaît, hein, on en connaît. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo d'Amadou Onana et sa reprise d'Eva Queen, c'est ça? D'Eva Queen, ouais, c'est ça. Déjà, c'est pas mauvais, hein, vous ferez pas mal aux oreilles, hein, franchement, ça fait le job. Hein. J'ai vu pire.
Bon, Stéphane, je ne vais pas te demander si tu connais Eva Queen et si tu peux nous faire une reprise en direct. Non, Mais- Mary Poppins, si tu veux. Mary Poppins, c'est ma spécialité, mais je vous ai promis que je n'allais pas le faire. Donc, Stéphane, qu'est-ce que tu penses Ouais, non, bah, quel est ton moi, avis sur je le vais sujet? globaliser. On va dire, moi, c'est l'esprit collectif au niveau du top. Parce que c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps et sur la fin, Eh, il y avait de l'envie. on dirait moi BFM TV, c'est vraiment t'as un faux cul. On prend ce qui marche, hein. Tu vas Donc, nous parler de la VAR dans 5 minutes. donc ça, c'est vrai que ça faisait plaisir. On en avait besoin, eux aussi, naturellement. Après, les flops, ouais. Bon, Gudmundsson, tout ça. Enfin, je suis quand même très, très déçu de lui parce que ça fait longtemps qu'on cherche un arrière gauche. Et moi, je pense pas que ce soit lui sur lequel il faut miser demain. Alors après, demain est un autre jour, mais il est meilleur quand il joue au milieu offensif que quand il joue arrière gauche. Les tâches défensives, dans la limite, je trouve que Brada, il est meilleur. Et d'ailleurs, dans mes commentaires, c'est ce que je mettais en off. Je comprends pas, moi, que dès le démarrage, il est pas aligné, Brada, enfin, les vrais titulaires du poste. Je trouve que quand on est en déficit, la sécurité, c'est de mettre des titulaires du poste. Et puis après, on renforce au milieu. Enfin bon, je me souviens par exemple de Taforo quand on a joué en Ligue des Champions. Il était monté d'un cran, c'était la première fois que Vaïd faisait ça. En règle générale, on part plus dans cette tendance-là. Là, j'ai trouvé alors peut-être comme le dit Julien, des directives qui viennent de tout en haut, mais je sais pas si c'est ça qu'on peut à Gourvenec. Donc c'est peut-être ça le flop. Et je pense qu'il a plus osé faire sa vraie compo en deuxième. Euh, donc j'aurais aimé qu'il soit, ou alors c'est parce qu'à l'entraînement le samedi, toute la semaine ils cachent leur jeu, j'en sais rien, parce que normalement il doit aligner les meilleurs pour le match, mais très déçu de la compo du résultat que ça a donné en première et satisfait de la deuxième. Alors moi, je voulais revenir sur un point et je vais interroger Lorenzo là-dessus parce qu'on ne l'a pas entendu cette année, beaucoup, forcément. Et c'est un sujet qu'on a, nous, déjà beaucoup évoqué. Gudmundsson a été recruté comme le remplaçant de Reinildo, donc comme un arrière-gauche. Après, il Ouais. s'avère qu'il est apparemment meilleur au milieu de terrain que défensivement. Lorenzo, toi qui vois ça d'un peu plus loin que nous, qu'est-ce que tu en penses? C'était déjà connu un peu que c'était un arrière gauche, mais entre guillemets, dans le sens qu'il pourrait faire beaucoup plus la face offensive que la face défensive. Il était comme ça à Groningen, franchement. Et ses meilleures actions là-bas, c'était des actions offensives. On ne le regardait pas trop marquer ou revenir en défense. Du coup, quand tu perds un joueur comme Reinildo, que franchement, il fait 6 mois à l'Atlético Madrid d'un niveau incroyable. Après, tu l'aurais perdu cet été pour 0. Donc, au final, je sais que ça fait mal, mais le foot, c'est comme ça. Ben, ils l'ont recruté pour 3 millions en janvier. Donc, ils ont bien joué de venir le voir, de servir à Lille. Mais ce n'est pas un arrière-gauche. Voilà, c'est pas un arrière-gauche si tu joues. Après le discours pour moi, c'est beaucoup plus large dans le sens qu'on pourrait parler du fait pourquoi Gourvenec il n'a jamais changé de schéma tactique. Pourquoi ne mettre pas une défense à 3 et mettre Gudmundsson comme cinquième à gauche? Ça pourrait bien marcher. Et Selic de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses que pour moi, ils n'ont pas été faites pendant la saison. Et c'est pour ça que voilà, Gourvenec il est arrivé à faire des changements qui ont bien marché quand franchement, il n'avait plus de choix. C'est ça que je n'aime pas. Le fait qu'il n'a pas essayé de mettre sa patte sur cette équipe-là. Et on a joué comme il jouait Galtier, 4-4-2, et voilà. Ouais, je suis d'accord. Alors, justement, on parle de Galtier. Ben, je vous propose peut-être de revenir sur les faits marquants autour du match, c'est-à-dire les déclarations de Christophe Galtier avant et après le match. Donc, je vous rappelle que avant le match, il a fait une déclaration. Alors, je la résume, mais je vais la résumer parce qu'il n'a pas plu aux supporters lillois sur les réseaux sociaux. En gros, il disait que l'avenue de Lille, ça ne lui faisait pas un effet particulier. C'était un match comme les autres. Alors, c'est vrai que c'était un peu déplacé, lui qui a toujours tendance à dire son amour pour l'institution LOSC et à se réfugier derrière ça. C'est quand même un peu surprenant qu'ils se permettent de dire des choses comme ça 2 jours avant le match. Et puis surtout, il y a l'interview de Christophe Galtier dans La Voix du Nord de ce matin,
par notre ami Olivier Fosseux, Fosseux. où Christophe Galtier a des termes assez véhéments envers le président du LOSC, je ne vais pas dire Olivier Létang, parce qu'il ne le nomme pas une seule fois dans tout le courant de l'interview. Est-ce que vous pensez, comment vous voyez ça, en sachant que finalement on a déjà vécu ces espèces de gamineries? Alors je prends position en posant la question, j'en suis désolé, mais comment vous voyez ça un an après son départ du LOSC? Est-ce que c'est une tactique voulue? Est-ce que c'est une erreur? Enfin, comment vous analysez ces propos de Christophe Galtier? Alors, peut-être que je vais commencer par Lorenzo. Pour moi, la première partie, je te dirais, c'est OK, je la comprends. Le fait de dire c'est un match comme les autres. Je sais que dans le foot, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, les supporters de l'autre équipe vont te dire non, mais oui, mais non. Parce que sinon, je ne sais pas, un supporter de Nice aurait dit ah oui, mais pour lui, le match était différent, blablabla. Du coup, ça, je peux le comprendre. Lui, il joue pour l'Europe maintenant, il est bien calé dans le projet de Nice. Je peux le comprendre. Le foot, c'est ça. On a eu Galtier, on a eu la chance d'avoir des bons résultats avec lui. Et voilà. Ok, ça, je le comprends. Cette partie-là, je la comprends. Après tout ce qu'il dit sans dire, entre guillemets, de ce qui s'est passé avec le président ou pas, etc., ça, c'est un peu des choses que je ne sais pas s'ils n'ont pas vraiment réglé entre eux ou il n'y a pas. Moi, je reste de l'idée pour moi que Galtier, il a quitté le club parce qu'il savait que la situation allait changer. Il aurait pu avoir les joueurs qu'il souhaitait pour faire une Ligue 1 différente, je sais pas quoi. Donc, il avait compris que le projet, il allait un peu changer, entre guillemets. Donc, après, le reste, ça reste quelque chose entre les deux. Parler maintenant, peut-être ça sert à rien parce que c'est juste pour animer un peu ce que nous on va dire, soit les supporters du LOSC ou par exemple les supporters de Nice. Mais voilà, on a bien profité de Galtier. Il nous a donné des années, franchement, où on était habitué à jouer l'Europe et tout ça, pour le remercier. Mais après, on a tourné la page, comme lui, il a tourné la page et il joue l'Europe avec Nice. Et voilà, c'est tout. Je suis plutôt réaliste. Alors, Stéphane, justement, est-ce qu'il a vraiment tourné la page, Christophe Galtier? Quel intérêt il a de revenir sur des attaques virulentes, hein? Je vais citer une phrase, il ne pense qu'à sa gueule. Enfin, c'est des termes qui sont quand même très, très, très durs. Et connaissant Christophe Galtier, qui sont certainement très réfléchis. Ah oui, non, c'est sûr, il n'a pas dit. Comment tu vis ça, toi, Stéphane? La première partie, les tongs, non, moi, ça, j'ai pas du tout été offusqué. Je trouvais même que justement, c'était pour alerter, attention, ils sont pas en vacances, comme ils ont été chambrés, tout le truc. Moi, je l'ai pris comme ça. Donc, ça m'a pas marqué. Par contre, c'est vrai que l'interview, c'est. Alors, le contenu est fort. Mais, je sais qu'il y a par indiscrétion et par contact direct, il y a une animosité très très forte entre les deux. Et je pense que c'est peut-être une des réponses aussi de ma question, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Je pense que l'Étang a dû aussi essayer directement ou indirectement de faire jouer quelques leviers parce qu'il était hors de question que Lille se fasse encore malmener par Nice. Donc, il y a une très grosse rivalité entre les deux. Je comprends pas moi que c'est le timing. Je vois pas pourquoi dire tout ça là maintenant. Quel est l'intérêt? Parce que oui, comme tu dis, c'est très raisonné. Il le fait pas comme ça. Je pense qu'il est très vexé des 4 millions. Le fait qu'il a été bloqué, mais les 4 millions. Alors après, penser à sa gueule, les 4 millions, c'est pas pour lui. Par contre, on sait très bien que l'État, il a une mission, c'est de diminuer la dette et de rentabiliser au maximum, même si ça ne sera pas sur une année, de rentabiliser au maximum. Donc, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, il a 4 millions qui ont été rentrés, qui n'ont pas dû être cherchés ailleurs. Je ne vois que ça parce que après, il aura une com sur les pourcentages de gains de déficit qu'il va avoir. Hein. Ça, il est payé là-dessus en grande partie, l'État. Donc, bon, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je ne comprends pas le timing, moi, surtout. Après, il y a une très grosse animosité entre les deux. Je ne vois qu'une chose, c'est bon, je pense que les relations avec Gourvenec, je ne les connais pas, mais doivent pas être pas trop mauvaises d'entraîneur en entraîneur. Donc, c'est peut-être pour dire de changer de cible au public avant le match, changer de cible et puis regarder la bonne. Je ne sais pas, parce qu'il dit quand même il faut que le public lillois ou du Nord savent
qui est l'étang. Donc c'est ça que je trouve très bizarre, quoi. Alors, je vais vous donner quelques petites réactions sur les réseaux sociaux. Bon, on a Georges qui est en pleine forme et qui nous dit que cette interview a été un coup de poing au foie du président. On a vu les Templiers, donc là aussi, hein, je vous la laisse pour votre grand plaisir. Moi, je voudrais revenir sur deux choses. C'est d'abord, Galtier, l'argument principal de sa haine, ou en tout cas de ses relations tendues avec Olivier Létang, c'est ces fameux 4 millions que Létang a forcé à Nice de payer. Moi, je suis quand même très surpris alors, là aussi, je vais prendre position, mais c'est pour poser le débat. Après, je vous laisse. Après, tu poses une question. Ouais. Non, mais après, je vous laisse réagir parce que je vais faire un peu dans la provocation. Voilà, Christophe Galtier, c'est quand même. Je me souviens, il y a un an, il avait réagi très vertement à un journaliste de l'équipe qui lui faisait remarquer que son contrat avait été prolongé automatiquement d'une année sans qu'il ait été sollicité. Et il avait répondu je ne supporte pas qu'on puisse me dire que je ne suis pas capable de lire un contrat. Sachant ce postulat et sachant qu'il avait un contrat et un an de contrat qu'il devait au LOSC, je ne vois pas comment il peut s'étonner, sauf si on lui a dit expressément le contraire, ce qui ne semble pas être le cas, qu'on réclame finalement une pénalité de délit de contrat, alors qu'il partait un an avant le terme prévu de son contrat et causait ainsi un préjudice au club. Moi, ça me surprend toujours. Après, le respect de l'institution LOSC, quand il met en garde les Lillois par rapport à l'ogre Létang qui ne pense qu'à sa gueule, je répète, je ne prends pas position, mais moi j'ai toujours en mémoire ces célébrations du 4e et du presque 5e but au match aller avec Nice, où certes il le justifiait par rapport au fait qu'il faisait une espèce de bras d'honneur à l'étang, mais dans le stade, il n'y avait pas 50 000 l'étang, il y avait 50 000 supporters lillois et un seul Olivier Létang. Et ces manifestations ostensibles de sa joie comme s'il avait gagné la Coupe d'Europe ou la Coupe de France, ce qu'il ne connaîtra pas cette année, je trouve que c'était vraiment un crachat à la figure des 50 000 supporters lillois qui étaient présents au stade ce jour-là. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué de se positionner un peu en chevalier blanc dans une histoire personnelle qui finalement ne regarde que. Et je me demande vraiment pourquoi ressortir ces débats stériles un an après les événements. Christophe, je te passe la parole après mon plaidoyer. Je te souhaite bon courage. Démerde-toi avec ça. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'on a pu dire en off et je suis assez d'accord avec toi. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet homme a 2 titres. Il a un titre en 2021 avec le LOSC. Et voilà, merci à lui. C'était un titre énorme. Il n'est pas dû qu'à lui. Il en est en grande partie responsable, coupable. Et il a un deuxième titre, c'est 2013 Coupe de la Ligue. On n'a pas vu gagner de Ligue des Champions, quoi que ce soit d'autre. C'est un très bon entraîneur, il a fait du très bon boulot, mais il a surtout le don de se rendre détestable par toutes les équipes et les publics adverses. Il était insupportable quand il était sur le banc de Saint-Étienne. Il signe à Lille, on le trouve formidable parce qu'il y a des résultats. On est tous derrière lui, normal. Et là, il signe à Nice et je retrouve le même personnage qui gère la communication mieux que personne. C'est vraiment un pro. Je pense qu'il aurait pu travailler dans la com s'il avait été plus mauvais entraîneur que ça. Voilà, donc il maîtrise tout, ce monsieur. Donc, je pense qu'on comprendra peut-être ce qui se passe dans son esprit un jour. Pour l'instant, à part les règlements de compte, je vois que ça, c'est un peu comme toi. Je trouve ça d'une bêtise totale et c'est infructueux total. Alors, peut-être que le fait que finalement, ce soit peut-être Lille qui n'a pas voulu le garder, on ne sait jamais. Peut-être que Létang lui a dit, bah, écoute, garçon, c'est bien. Maintenant, tu pars, hein, on passe à autre chose. Tu nous coûtes trop cher, on ne sait pas. Peut-être que c'est ça. Voilà, je ne sais pas. Pourquoi pas. Peut-être que finalement, c'était pas l'homme qui était le bienvenu à Lille l'année dernière, je sais pas. Hein, mais en tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est au fond de ma pensée, c'est voilà, je sais plus le voir. Avant cette déclaration déjà, il suffit de le voir et son attitude sur le banc de touche, vraiment. Je pense qu'on devait vraiment être détesté un petit peu partout l'année dernière et les années d'avant. Vraiment, quand je le vois, son attitude, c'est voilà, c'est moche en fait, c'est pas très joli tout ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on invite toujours dans l'émission Georges, parce que quand il n'est pas présent en direct, je suis obligé de lire ses commentaires et c'est parfois une mission vraiment très, très compliquée. Donc là, Georges nous écrit « Galtier a castré le président qui en a quitté le stade.
l'étang d'art sanglant s'est levé. Je vous laisse la ruminer et réfléchir un peu. Bref. Donc, on a Damien également qui nous dit que Christophe Galtier a toujours très bien su négocier ses contrats, qu'il y avait une clause de sortie qu'il avait d'ailleurs activée en 90 quand le club partait en sucette. Alors, ce qui revient finalement à renforcer mon sentiment initial. Alors, tu disais qu'il avait peut-être été viré, entre guillemets, par l'équipe Létang. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Moi, j'y crois pas beaucoup. Au contraire, je crois que le départ de Galtier est lié d'abord à une opportunité professionnelle importante. Il double son salaire à Nice avec un projet qui était décrit comme un projet extrêmement ambitieux, avec l'objectif d'être européen dès cette saison, voire même de terminer sur le podium, ce qui ne se fera visiblement pas. Donc là aussi, finalement, quand on fait le bilan en fin de saison, le bilan Gourvenec-Galtier, il n'est pas forcément à l'avantage de Galtier, ou du moins on le verra à la fin du dernier match de championnat. Il n'a pas joué. Je te vois réagir, Lorenzo, je te laisserai après. Non, Enfin, c'est juste que on peut dire ce qu'on veut de Galtier, mais quand on l'avait chez nous, on disait que. Après, même moi, je suis l'idée que il a trop été surcoté en disant que c'était un des meilleurs entraîneurs en Europe, je sais pas quoi. C'est vrai que moi, pour sa façon d'entraîner, de se faire respecter par les joueurs, même de les mettre tactiquement, j'aurais bien aimé le voir en Italie, par exemple, parce que ça me semble un des peu entraîneurs français qui a ce style-là, qui peut s'adapter chez nous. À part ça, voilà, c'est quand même quelqu'un qui essaye à donner sa patte à l'équipe. C'est ça, moi, c'est vraiment l'unique chose que je critique à Gourvenec. C'est ça. Tu as eu une possibilité en or dans ta carrière d'avoir une équipe qui avait gagné un titre, qui jouait la Ligue des Champions. Et il n'a pas essayé de mettre quelque chose où je dis, OK, ça c'est Gourvenec. Bien ou mal que ça soit, hein, 10e place, 15e place, 3e place, je ne sais pas. C'est juste ça. Donc, le pack Galtier, c'est tout ça. Que ce soit ses expressions, sa façon de jouer un peu. Voilà, c'est lui. Hein. Ce qu'il fait sur la pelouse avec l'équipe, tactiquement, en travaillant, en se faisant respecter, même ce qu'il fait en conférence de presse. Donc voilà. Et jusque-là, maintenant, on le regarde de loin et on le critique parce que justement, peut-être il a des fois voilà, des choses un peu comme ça. Mais après, si je dois faire le bilan, Galtier, il a repris une équipe que l'année dernière, elle était très, très, très mauvaise et quand même, il a réussi à faire quelque chose. Gourvenec, il n'a pas donné sa patte au LOSC, pas du tout. Donc voilà, c'est ça la différence. Alors, je ne vais pas laisser terminer ma démonstration. Quand je disais que ce n'était pas le LOSC qui avait laissé partir Galtier, c'est Galtier qui est parti pour des raisons financières, premièrement, mais aussi parce qu'il savait très bien que le groupe qu'il avait utilisé les dernières pour être champion et qu'il avait su en tirer 120% de son énergie parce qu'il avait su le mobiliser et personne, en tout cas certainement pas moi, ne remet en question les qualités de meneur d'homme de Christophe Galtier. J'ai aucun doute là-dessus, mais il savait très bien que le groupe, il ne pouvait pas continuer finalement à être comme ça et qu'il n'allait pas avoir d'excellents résultats cette année, qu'il allait avoir du mal. Et c'est pour ça aussi qu'il est parti. Le projet sportif ne pouvait plus finalement le satisfaire. Après, qu'il y ait des erreurs de fait par Gourvenec, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on fera le procès de Gourvenec de toute façon en fin de saison, parce que le procès de Gourvenec ou d'Olivier Létang, ou des deux, parce que l'objectif, il était simple, c'est de faire bonne figure sur le plan européen et de terminer le championnat européen. Donc, théoriquement, il n'y a pas de qualification en Europe, donc la saison est un échec, quoi qu'on en dise, même si c'est plutôt la fin de saison qui s'est mal passée plutôt que l'intégralité, selon moi. Mais voilà, mais en tout cas, le départ de Galtier n'est pas forcément uniquement du fait de l'étang ou du LOSC, c'est aussi sa propre volonté pour des raisons financières et pour des raisons sportives, parce qu'il devait se douter que ça aurait été très compliqué d'enchaîner avec une deuxième année en championnat de France, avec en plus des exigences sur le plan de la Ligue des Champions qu'il fallait assumer. Julien, comment tu analyses, toi, ce nouveau débat, cette deuxième saison des aventures de l'étang et de Christophe Galtier? Est-ce que tu as sorti les pop-corns? Non, parce que j'y prends pas forcément plaisir. C'est vraiment une histoire de communication. D'ailleurs, c'est rigolo. Christophe dit, quand il était à Saint-Étienne, on ne pouvait pas l'encadrer. C'est pas vrai, moi je l'adorais. J'ai toujours adoré le communicant qu'il était. J'en peux plus de ce langage stéréotypé. C'est comme le sketch de Rami à l'UNFP. Il n'y a pas un joueur qui se marre dans la salle, alors qu'en fait, quand il fait ce truc d'arbitre et de la VAR,
Les mecs, ce que condamne Rami en faisant ça, en se foutant de la tronche des arbitres, tous les joueurs sont d'accord dans la salle, sauf qu'ils sont tellement formés, ils ont tellement de média training, ils ont tellement peur de faire un pas de côté et que la presse leur tombe dessus dès le lendemain, s'ils se mettent un peu à esquisser un sourire, que tu vois tous les joueurs comme ça dans leur siège et personne ne sourit. Le truc de dire c'est malaisant à partir du moment où personne ne rit, mais personne n'a ri parce qu'aujourd'hui, il faut tenir sa communication. Et là, c'est une histoire de communication. Pourquoi Olivier Fosseux, et on lui posera la question, et c'est là où ça va un peu résoudre, je pense, notre débat de ce soir. On va demander pourquoi, Olivier, un an après le titre, tu es obligé de demander à Galtier où il en est, ce qu'il fait, etc. Et je pense qu'une des parties de la réponse, Olivier Fosseux là, Sylvain Charlet là, sur France Bleu Nord, c'est que les mecs n'ont pas accès au LOSC. Ils s'en plaignent tout le temps. Ils n'ont pas d'infos, les joueurs ne parlent pas, le staff ne parle pas. Donc, à un moment, tu dois faire un papier sur les 1 an du LOSC, du titre du LOSC, ce qui paraît logique. Et la seule personne qui accepte de répondre à ce moment-là, c'est Christophe Galtier. Et ça tombe bien parce qu'il a envie d'en mettre une à l'étang. Il l'a toujours en travers de la gorge. Donc, il se dit, tiens, je vais lui mettre une petite douille. Là, pour le coup, le Galtier, que j'ai toujours trouvé bon communicant, je ne trouve pas ça adroit. Je suis en phase avec François. C'est des guéguerres d'ego, c'est de la bataille de cours de récré. Et ça n'a pas lieu d'être. En tout cas, ça n'a pas lieu d'être jusqu'à un certain point. C'est-à-dire quand il nous rappelle, parce qu'il est peut-être sincère, on n'en sait rien, aucun d'entre nous ne le sait. Il est peut-être sincère quand il dit, parce que c'est ça qu'il explique, souvent, les entraîneurs, pour service rendu, quand ils veulent partir, on les laisse partir. Ce qui est vrai, c'est un constat dans le foot. Et on ne demande pas 4 millions. Et là, ce qu'il dit, c'est, mais là, il a voulu se faire mousser, Olivier Létang. Il a voulu montrer que lui, président Létang, il obtiendrait une indemnité de départ pour un entraîneur. Et moi, j'y croyais pas parce que moi, champion, avec tout l'argent que j'avais rapporté au club, je me disais quand même qu'il pouvait me laisser partir gratos. C'est ça qui nous explique. Mais il va plus loin, puisqu'il finit en disant il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur, pour l'institution, mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu'à sa gueule. Et cette partie-là, il n'est pas obligé de la dire. C'est ça qui est puéril. Parce que ce truc-là, il fait quoi? Il envenime la situation à Lille. Il essaye de faire en sorte que le public se retourne contre son président. Là, moi, c'est ma limite. Là, je comprends plus ce qu'il est en train de faire. Mais la partie d'avant, quand il nous rappelle que la tradition en France, c'est de laisser un entraîneur partir pour service rendu sans demander d'indemnité, il nous raconte juste une tradition qui existe dans le football jusqu'à présent. Et donc, d'ailleurs, ça donne de l'épaisseur à son propos, parce qu'il a raison. Quand on remet tout ça dans un contexte historique, c'est ce qui se passait. Et sa lecture qui est de dire Létang voulait prouver que lui, président, il était capable d'obtenir une indemnité de départ, c'est pas complètement faux. En revanche, sur la façon de le dire, il n'y a pas de doute, on voit comment Olivier Fosseux il est. C'est un mec extrêmement sympathique. Je ne pense pas une seconde qu'Olivier ait sorti ce bout de phrase sans l'avoir validé avec Galtier. Donc, je pense que Galtier a dit « Tu peux y aller. Le titre de ton article, tu peux l'appeler. Olivier Létang ne pense qu'à sa gueule et tu peux me citer, ça ne pose pas de problème. » Il a confirmé sur France Bleu. Comment? Il a confirmé sur France Bleu. Olivier? Oui, que l'interview était préparée. Et validée. Voilà. Donc, c'est vraiment un exercice de communication. Je le suis sur une bonne partie, mais je ne comprends pas ce truc d'essayer finalement de créer une révolution à Lille, de faire en sorte que les joueurs, le public se retourne contre le président. Sauf, alors là, je vais aller un peu loin dans l'interprétation. Si ce n'était pas toi, ça aurait été moi. Donc, vas-y. Ouais, sauf que il dit beaucoup de bien de Gourvenec. Il dit beaucoup de bien de ce qu'il a vu en Coupe d'Europe avec Gourvenec. Il valide son successeur quelque part, donc il dit c'est un mec bien, c'est un bon entraîneur. Ouais, j'ai pris du plaisir à regarder, etc. Et peut-être que finalement, en faisant ça, il défend la corporation. Peut-être qu'en faisant ça, il défend les entraîneurs, parce que ce qu'il voit, ce que subit Gourvenec depuis quelques semaines, les bâches qui rentrent au stade, il faut arrêter. On sait que la direction vérifie les bâches qui rentrent au stade, ce qui est gueulé au stade, le fait qu'aujourd'hui, on a ce sentiment que la direction du club essaye d'avoir la main mise sur le principal groupe de supporters du club qui s'appelle les DVE, et on sait très bien pourquoi on dit ça, et tout le monde est au courant de ce qui se passe, et on sait qu'il y a des tensions aujourd'hui, et que tout ça crée un beau bordel au sein des DVE, et ce qui est normal que ça crée des tensions, tout ce truc-là, moi je ne serais pas étonné que Christophe Galtier, il le fasse aussi
pour défendre l'institution des entraîneurs et qui trouve que ce que subit Gourvenec, c'est dégueulasse. Voilà, moi, c'est mon interprétation. Alors, Christophe, qui aime moins Galtier que moi, dira ah, tu fais vraiment passer Galtier pour le chevalier blanc. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu cette vision-là de Galtier. Et comme il est très intelligent et comme il est très fort en communication, je me dis mais pourquoi il va jusque-là? Pourquoi il va jusque-là? Il va trop loin. Peut-être pour défendre Gourvenec, parce qu'il trouve ça profondément injuste, ce qui est en train de se passer, parce que vous connaissez mon point de vue. Moi, je pense que si on a laissé rentrer Sébache, si la direction a laissé faire tout ça, c'est simplement pour préparer le départ de Gourvenec et pour que le jour où Gourvenec sera licencié, tout ça passe crème aux yeux du public et que la direction en sorte grandie. Je pense. Alors, est-ce que Gourvenec va repartir avec 4 interprétation, millions, mais je pense que c'est ce qui se passe. Alors, Christophe, tu voulais réagir? Oui, non, mais pour tout ce qui est communication, effectivement, je pense que c'est un vrai job pour lui. C'est sa deuxième partie. Enfin, voilà, il sait s'entourer. Il sait s'entourer d'un point de vue physique, vidéo pour le football. Je pense qu'au niveau training, c'est un boss également. Il maîtrise tout. Je suis d'accord avec toi. Mais quand il était à Saint-Etienne, il maîtrisait les choses également. Je suis aussi d'accord. À Nice, il maîtrise également. Je pense que sa communication est toujours orientée par rapport au club et au public qui l'entoure. Et ça, il changera pas. Et voilà. Et je pense que j'ai aucune animosité envers ce garçon. Hein. Ce qu'il a fait à Nice, c'est très très bien. Voilà. Après, je pense qu'il est toujours dans le contrôle. Et ça. Enfin, voilà, quand tu disais tout à l'heure que les joueurs n'étaient pas avec Rami, je pense que lui, là, sur le coup, il est que pour lui, tout le temps, que pour lui. Voilà, c'est ce que je lui reproche, en fait. Pas sûr. Alors, je voudrais dire non, je pense que Julien est dans le vrai. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, concernant Rami, si les joueurs n'ont pas rigolé, il faut aussi dire que c'était pas drôle. Mais je suis pas sûr. Après, ce qu'il disait des vérités, certainement, mais franchement, c'était quand même difficile à regarder. Hein. Par curiosité, je suis allé voir l'extrait. Franchement, c'était quand même assez lourd. Ensuite, mais parce qu'il n'y a pas de rire dans la salle. Le rire entraîne le rire. Je pense que si tu as deux personnes qui rient, tout le monde se marre. Franchement, non. C'est pas, bref, c'est un avis personnel. Et deuxièmement, l'histoire de Christophe Galtier, chevalier blanc, qui défend Gourvenec à la corporation, j'y crois quand même très moyennement. Moi, je remets plutôt l'interview dans son contexte. Un contexte où, en une semaine, Christophe Galtier, il a foiré tous ses objectifs. La Coupe de France, il a foiré la qualification en Ligue des Champions, il a une toute petite chance de se qualifier pour l'Europa League, qui est quand même un prix de consolation. Il est, a priori, il a eu des déclarations, comme il fait souvent, pour avoir des moyens supplémentaires vis-à-vis de sa direction, et il est plutôt un peu pris en grippe par les supporters niçois qui étaient en difficulté. Et en attaquant les temps, il maximise son rôle dans le titre de champion de France et donc il se valorise lui-même. Et j'irais peut-être même jusqu'à dire qu'il valorise également le rôle de Gérard Lopez et de Campos dans les résultats du LOSC de l'année dernière, parce qu'il a toujours tendance à neutraliser finalement l'impact de ce qui a été pris comme décision depuis l'arrivée de l'étang avant le titre de champion de France, et dans une période où Gérard Lopez est quand même extrêmement mal en termes d'image avec ce qui se passe à Bordeaux et à Moucron. Donc, juste un truc. Sur ses intentions louables, moi, pourquoi j'y crois? Parce que c'est le même mec, la semaine d'avant, qui n'a pas peur de se mettre tout son public à dos. Et le public de Nice, il est dur. Hein. Quand tu les as dans le collimateur, je pense qu'il faut se les traîner. Et il y va. Il monte au front. Il dit c'est dégueulasse. Il dit si c'est la société d'aujourd'hui, c'est bien de la merde. Ces gens-là, plutôt que de jeter des bouteilles, que de chanter des chansons comme ça sur Salah, qui restent chez eux. On n'a pas besoin d'eux au stade, etc. C'est d'une violence. Quel entraîneur a dit ça contre son public? Personne. C'est le seul à avoir les couilles de le faire. Alors, excusez-moi de considérer que ce mec a quand même un tant soit peu de valeur. C'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas pourquoi ça bascule à la fin, pourquoi il veut jusque-là. Peut-être qu'un jour on le saura, et j'espère qu'Olivier peut-être nous l'expliquera. Parce que moi, j'estime beaucoup ce mec, mais en tant qu'homme, parce que ce qu'il a dit le soir de la chanson sur Salah, j'ai trouvé ça hyper couillu. Avant même que sa direction prenne la parole, il a pris sur lui. C'est lui qui est monté au créneau. Alors que derrière, il peut manger 1 an ou 2 de populaire sur la gueule pendant tous les matchs qui le sifflent. Et il n'a pas eu peur, il y est allé, quoi. Moi, je trouve ça remarquable.
on n'arrivera pas à se mettre tous d'accord. Je pense qu'il y a vraiment deux clans. Quelqu'un veut rajouter une information sur ce débat qui a beaucoup évolué en cours de route, ou on peut passer à la deuxième partie de l'émission? Lorenzo? Moi, l'unique chose que je dis, que c'est vrai, je suis d'accord du fait il est extrêmement sincère à chaque fois qu'il déclare Galtier. Il sait comment le faire, ça c'est vrai, mais il est extrêmement sincère. Et franchement, j'avoue, il ne faut pas aller, selon moi, trop loin parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui a trop affecté, je pense, le LOSC. Nous, on en a parlé comme supporter, mais parce que c'était Galtier, les temps, tout ça. Après, ici, l'histoire, c'est simple pour moi. Il y a un président qui arrive, il y a un président qui veut changer les choses parce qu'il veut donner quelque chose à un club où il arrive. Donc, voilà, ils n'ont pas trouvé un accord. Galtier est parti et c'est quelque chose d'affreux. Franchement, c'est pas, selon moi, quelque chose qui regarde beaucoup le LOSC. C'est vraiment une chose entre un président et son ancien salarié, je dirais, entre guillemets. Voilà, donc, moi, en tant que supporter, je dirais, OK, on en parle aujourd'hui parce que l'interview, elle est sortie aujourd'hui, donc on en parle, mais pas plus que ça. Voilà, faut pas ça. Là, par contre, on va tous être d'accord. On n'aurait pas dû en parler encore une fois 6 mois après les événements. Je crois que là-dessus, il y a unanimité. Alors, on a quelques réactions quand même sur les réseaux sociaux. Alors, Georges, qui est en pleine forme, qui nous dit « Gourvenec poussé dans ses retranchements par le président, les tentacules », donc on lui laisse aussi la responsabilité. On a Patrice qui dit « Moi non plus », alors je ne le cite pas parce qu'il est d'accord avec moi, mais parce que le commentaire est pertinent. Patrice, qui ne croit pas non plus au Chevalier Blanc Galette. Il est pertinent parce qu'il est d'accord avec toi. Non, j'ai dit « Je ne cite pas parce qu'il est d'accord avec moi ». Au contraire, en défendant Gourvenec, je trouve qu'il complique juste le travail de l'étang et c'est son objectif, je pense. Donc, Ouais, lui, ça, c'est c'est plutôt d'accord. dans une tentative de déstabilisation ad nominem, finalement, quitte à détruire cette institution qui, je le rappelle, aujourd'hui est dirigée par Olivier Létang. Donc, c'est toujours ce débat entre qui on attaque, la personne ou l'institution. C'est un vrai sujet. Ensuite, ben, c'est tout. On a déjà pas mal d'informations. Donc, toujours Patrice qui nous dit sur l'histoire du Nantais, c'était tellement indéfendable que bon, ce qu'il a dit était juste normal. Tout le monde aurait dit pareil. Donc Ça, je suis pas sûr. Donc, le débat, Après, on ne saura jamais, mais je suis pas sûr. le débat est ouvert. Et puis Jonathan qui nous dit Galtier a surtout le somme d'avoir perdu samedi et a perdu ses objectifs. Donc il est beaucoup plus pragmatique. Et Ah oui, ça fait partie du truc, de toute façon. Il est dans cet état-là, de toute façon, c'est sûr. Voilà, je vous propose, alors avant de passer à la deuxième partie de l'émission, j'ai la petite question pour vous faire gagner une place pour le match Lille-Rennes. Je vous rappelle, il reste un match pour finir le championnat, donc une place en tribune nord active. La question est une question d'actualité. On n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs dans les tops et les flops, mais vous savez qu'à l'occasion de ce match contre Nice, le jeune Lenny Yoro a fait son entrée en tant que remplaçant. Il est entré en jeu. Yoro est arrivé. Le Yoro est arrivé. Il est en pleine forme aussi, Stéphane. Et en fait, il est le deuxième plus jeune joueur du LOSC à évoluer en Ligue 1. Il est rentré à l'âge de 16 ans, 6 mois et 1 jour. La question, elle est simple, mais attention, il me faut le nom au jour de l'événement. Qui est le plus jeune joueur lillois à avoir fait ses débuts en première division à l'âge de 16 ans, 3 mois et 28 jours? C'est pour vous prouver que j'ai préparé l'émission. Quel est le nom du joueur lillois qui est rentré en tant que plus jeune, donc à 16 ans, 3 mois et 29 jours d'ailleurs? Ça commence par un J. On peut donner un indice? Alors, l'indice, je l'ai déjà donné. Finalement, il me faut le nom à l'époque où il est rentré sur le terrain. Je parle d'un indice. Ah ouais, ça en est un. Ça commence par un J. Son nom? Ouais, son prénom. Ah, soyons précis. Ouais, ça, c'est un indice. Parce que alors, on a déjà... C'était il y a plus de 40 ans. C'était il y a plus de 40 ans. C'est vrai, ça, c'est bon ou pas? Oh ouais, il doit avoir plus de 40 ans maintenant. J'ai pas noté, c'est juste pour me faire remarquer que j'ai pas noté cette information dans mon jeu. Je ne la relève même pas. Alors, on a
On a déjà des. Alors, ce n'est pas Eden C'est pas Hazard. Jonathan. Ce n'est pas Eden Hazard qui est Jonathan Bamba. rentré pour la première fois en jeu à 16 ans, 10 mois et 17 jours. Alors, alors, la réponse est déjà donnée par Capenoul. Mais C'est ça. Capenoul qui habite Donc c'est toujours très loin. 78, c'est ça? Je ne sais pas, je dirais plutôt 80, 81. Moi. Ah Mais bon bon, on a Damien Boone qui est pas très loin, Bonne qui est pas très loin, qui va nous confirmer ça tout de suite. Je compte sur lui. Donc, en sachant que Capenoul, on va donner la réponse tout de suite, Capenoul habite loin et ne pourra certainement pas profiter de l'invitation, sauf s'il nous confirme qu'il est dans la région en ce moment. Donc, la première bonne réponse, en dehors de lui, c'est visiblement... c'est Igor qui gagne en donnant la bonne réponse. On avait Stéphane Elbeck qui a failli gagner, mais comme il ne veut Si pas c'est aller pas au grand Igor, stade, on la donnera à Krishna. il y a un souffle sur le micro, je ne sais Ne pas qui m'entends c'est. pas, ne m'entends pas. Alors, Mais qui souffle sur son micro? je ne sais pas, il y a un souffle sur un micro, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas moi. C'est Donc, Georges Dunkerque. la dernière fois, c'était lui. Bon, on va essayer de régler ce problème technique. Donc, on a Stéphane Elbeck qui avait la bonne réponse, mais qui ne veut pas aller au grand stade. Et donc, par contre, il sait qui est contre quel club. Et donc, voilà. Donc, J'avais raison, c'est 78. Damien voilà, nous dit Damien, le 18 août 78. 1978. Bon, Donc, je récupère la contre-marque de la place. on règle tout ça en fin d'émission. Donc, je vous propose de passer à la deuxième et dernière partie de celle-ci. Donc, on va parler du prochain match, Lille-Rennes. Alors, on a appelé ça « Souffler les Braids » pour finir cette saison. Baptiste, des petites statistiques pour présenter ce match? J'en ai pas énormément, non, j'ai pas beaucoup de statistiques, si ce n'est que voilà, on va pouvoir parler de Rennes concernant Rennes. Je l'ai pris en défaut, je suis fier de moi. Ah là, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, j'en suis désolé, mais je peux t'en sortir quand même. Hein, mais... Ah, c'est le fin de saison, ça va. Ouais, Ouais. il n'est pas motivé, c'est comme les joueurs, tu sais, il lâche un peu en fin de saison. J'en ai une de stat. Vous voulez une stat? Il va falloir qu'on l'engueule à la mi-temps. Le Stade Rennais ne s'est imposé que 3 fois en 45 déplacements au LOSC pour 16 nuls et 26 défaites. Ils ont gagné en 46, en 66 et en 2018. Sinon, ils n'ont jamais gagné chez nous. Bon, alors, c'est de la stat, ça ou pas? Alors, ça, ouais. Moi, j'ai une autre stat qui est très concrète aussi. On a un Rennes qui est 4e du championnat avec 65 points. Et ils ont un goal average qui est absolument extraordinaire de plus 42. Ils sont à 3 points de Marseille, Monaco qui ont un goal average nettement inférieur. Ça veut dire qu'en cas de victoire de Rennes à Lille et de défaite des deux clubs, ils pourraient basculer en Ligue des Champions. Et ils pourraient aussi se faire éliminer de la course à l'Europe s'ils perdaient à Lille et si les adversaires qui les suivent, notamment Strasbourg et Nice, qui sont à 2 points, gagner leurs matchs respectifs contre Marseille et pour Nice, c'est à Reims. Donc, c'est une fin de saison qui est vraiment haletante sur la course à l'Europe. Comment vous voyez ce match Lille-Rennes entre un Rennes qui a tout à attendre et un Lille qui n'a comme objectif que de terminer le mieux possible sa saison? Est-ce que Olivier Létang, ancien président rennais, aura su les motiver autant que lors de la seconde mi-temps contre Nice? Tout le secret de ce match est peut-être dans cette affirmation. Lorenzo, je te vois te gratter ta barbiche. Est-ce que tu as quelque chose à... Que penses-tu de ce match? Déjà, pour moi, on joue contre l'équipe qui a fait je pense, il a proposé le meilleur foot il y a 2 ou 3 mois. Je pense que c'est une équipe vraiment qui a bien joué cette année. Et j'avoue que j'espère qu'ils arriveront... Bon, ils feront une bonne année, même s'ils l'ont déjà fait. Même si, bon, voilà, moi j'espère qu'on va gagner samedi, c'est sûr. Après, à part ça, et à part le fait de dire que, bon, on avait un certain Martin Terrier qui était formé au LOSC et le voir comme ça maintenant avec 21 buts, ça fait quand même du mal parce qu'on n'a pas su retenir les jeunes qu'on avait. Voilà. Et on joue contre une équipe très forte, je trouve. Et Genesio a été nommé pas au hasard le meilleur entraîneur de Ligue 1. Il ne faut peut-être pas trop parler de Christophe Galtier.
Et voilà, j'espère juste bien terminer la saison pour vraiment terminer tranquillement et bien penser à comment et recommencer la saison prochaine. Et tout le monde voulait l'Europe, et ça c'est sûr et certain. Mais voilà, une année comme ça, peut-être ça sert pour vraiment remettre les choses en ordre, recommencer par des joueurs comme Onana, comme Zegrova, par des jeunes qui vont être là. Voilà, ils vont former le LOSC du futur, entre guillemets. Et c'est tout. L'espoir, c'est la même c'est là qui était à Nice. On n'a rien à jouer, mais il faut quand même bien terminer la saison parce que oui, parce qu'on a eu des bons moments. On a eu une victoire contre Wolfsburg qui a été vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, j'étais chez moi en Italie, mais j'étais vraiment, j'ai jamais été si content. Et on a eu des moments avec Chelsea où on a eu l'impression qu'on jouait à égalité avec une des grosses équipes européennes. Donc voilà, on a eu des bonnes choses. Voilà. Après la finale de saison, il n'a pas été bon, mais il faut quand même essayer de bien le terminer. Et c'est tout. Bon, alors, avant de passer la parole à Stéphane, je viens de lire que Igor n'est pas non plus disponible pour bénéficier de sa place pour le match Lille-Rennes. Donc, je vous rappelle qu'elle est toujours en jeu et que le premier, à partir de maintenant, qui répond Joël De Pater sur la page Facebook du Bistro d'Allez le LOSC, il vient voir le match avec nous. On va le chercher et il vient voir le match avec nous. Stéphane, comment tu le vois ce match? J'espère un très beau match. Qu'on ait du plaisir. Moi, je veux que ça. On s'en fiche du reste, puisque ça n'aura pas beaucoup d'incidence pour nous. Donc, moi, je veux les 3 points, je veux des buts, je veux du jeu, je veux une réconciliation avec le public total. Les embrouilles, on verra après. Et je veux que ceux qui partent, eh ben, ils aient quand même un beau départ, qu'on les applaudisse pour le service rendu, parce que c'était quand même une belle équipe, même si tout à l'heure, moi, je pense quand même que c'est quand même un cycle qui vient de Lopez et de Campos, c'est de leur héritage. Donc, ils nous avaient fait quand même un sacré cadeau, alors peut-être empoisonné, mais du Sanchez, du Bourak, on n'aurait pas pu, du Botman, du Fonte, c'est quand même du très lourd tout ça. Donc, j'espère que, même si bon, il y en a quelques-uns qui resteront peut-être, mais que ça soit une belle fête, un beau match, des buts et une victoire. Bon, soignez un peu l'orthographe sur les réseaux sociaux, parce que pour l'instant, j'ai eu le droit à toutes les orthographes possibles et légales de De Prater. Donc, je vais changer ma question. Quel est le deuxième nom de Joël De Prater sur lequel il était plus connu? Il est beaucoup plus facile à écrire, c'est l'indice que je donnerai. Et c'est le premier qui me donnera ce deuxième nom, donc le prénom et le deuxième nom de famille, eh bien, il remportera la place. La semaine dernière, on avait innové en faisant gagner le premier qui donnait une mauvaise réponse. Là, on pose 47 questions différentes et à la fin, on aura bien quelqu'un qui va repartir avec. Donc, j'ai perdu un peu mon fil. Christophe, comment tu vois ce match? Comment tu le sens entre une équipe rennaise qui est très, extraordinaire quand elle est en route, elle a marqué 80 buts cette saison, elle en a encaissé 38, mais qui est quand même à 2 vitesses sur les 7 derniers matchs. Il y a 3 défaites, il y a 5 victoires, donc c'est un peu tout l'un, tout l'autre. Elle a notamment un peu de mal dans les grosses échéances. Elle a perdu contre Monaco, contre Strasbourg, même si elle a eu d'autres exploits dans la saison. Et est-ce que cette puissance offensive, elle est à craindre pour un LOSC qui est en roue libre, on va dire, sur cette fin de saison, qui pourrait l'être en tout cas? Comme tu disais, je crois que c'est Lorenzo tout à l'heure, c'est vrai que c'est une très belle équipe. Je crois que c'est Lorenzo, hein. C'est vrai qu'on a pris du plaisir à voir jouer cette équipe, ou c'est Stéphane, toute la saison. Alors, ils ont joué beaucoup de matchs aussi, un petit peu à notre image. Donc, c'est normal que ça coince un petit peu à la fin. Quand on regarde les équipes en ce moment, c'est pas très, très régulier. Voilà. Et nous, on l'a payé aussi peut-être cette année à cause de ça. Après, comme le disait Salma Hayek, j'adore les stades rennais. Voilà. C'est super à avoir joué, donc ça fait tellement plaisir. Une équipe qui joue au foot, Enfin voilà, ça réfléchit pas, ça va devant, ça se Tu peux projette. refaire Alors, Salma Hayek? j'adore les stades rennais. J'allais poser exactement la même question. Exceptionnel. Je crois qu'elle allait dire j'adore les temps. Moi, j'ai fermé les yeux, j'y étais. J'ai passé 2 mois au Mexique il y a quelques années et j'ai quelques restes. D'ailleurs, j'espère qu'elle sera en tribune
quand même, ce serait sympa. On pourra se déplacer et envahir la tribune présidentielle. Ça me aussi. Donc, Il a cassé ouais, son ouais. tribune présidentielle. Non, mais franchement, ouais, c'est quand même une belle équipe à avoir joué, qui se projette vraiment vite et voilà, donc qui pense pas qu'à prendre, enfin qu'à ne pas prendre de but, mais voilà, qui en marque plus que les autres et les prestations notamment en Coupe d'Europe qui ont été extraordinaires. Ils ont l'avantage d'avoir un beau stade aussi qui se remplit bien, comme tous les clubs français. Dès qu'il y a du spectacle, ça se remplit. Donc voilà, j'ai hâte de le voir. C'est un résultat qui va être important pour nous aussi. Ce serait sympa d'avoir une belle prestation de notre équipe pour terminer la saison. Ça se termine dans une ambiance plutôt festive. Ce serait plutôt pas mal. Alors, Ce sera le cas. Les DVE ont mis un message en disant qu'ils allaient soutenir, chanter, crier, bâcher normalement pour cette rencontre, pour justement bien finir la saison et remercier les joueurs qui quitteront le club lors de ce dernier match. Donc normalement, ça devrait être une ambiance sympathique. C'est top. Et Rennes annonce une tribune pleine avec 2000 personnes. 2500, j'ai entendu. 2500 et ils demandent ardemment à tous ceux qui peuvent monter en bagnole perso de monter et de prendre des places un peu partout dans le stade. Donc il est possible qu'en plus, il y ait beaucoup de supporters rennais samedi soir. C'est bien. Puis que les autres s'y mettent aussi, que les Dogs d'honneur, les Gorizet, enfin voilà, qu'on mette une ambiance de feu dans ce stade pour le dernier match. Voilà, un an sans aller au stade et là, on a la chance de pouvoir terminer à la maison. Donc voilà, profitons-en. Alors, je ne sais pas si j'ai passé la parole à tout le monde sur ce sujet, j'ai un doute. Non, moi, j'en avais pas parlé, mais Vas-y, Julien. je suis Attends, aligné avec- juste avant, Ouais, j'ai vas-y. j'ai une chose. Christophe, est-ce que tu peux nous refaire Salma Hayek pour qu'on puisse espérer que Attends, je ferme les yeux. comme ça, les Rennais pourront peut-être passer une nuit en enfer samedi au Stade On Pierre-Mauroy. ferme les yeux. On ferme les yeux. C'est plus de l'inca que de l'espagnol. J'adore les stades rennais. Écoute, Exceptionnel. j'ai vu la caméra de Julien bouger. C'est mon micro qui s'est dressé. Excusez-moi, je suis au Bordeaux ce soir, un hommage à Gérard Lopez. Alors, c'est pas un grand cru, mais il est du terroir et lui, il est vraiment de la bonne terre du Bordelais et pas cette piquette qu'on nous a servi avec Gérard Lopez à Bordeaux. Et C'est une bim, attaque. prends ça, GG. Une attaque C'est gratuit. personnelle, c'est gratuit, mais ça fait plaisir. On l'embrasse. Bon, Je vous regarde. Julien, Galtier, Christophe. Julien, est-ce que toi aussi tu t'es mis au Bordeaux ce soir ou tu as... Non, j'ai pas de Bordeaux, j'ai rien du tout. En revanche, je pense que si on voit le LOSC de la deuxième mi-temps à Nice et qu'on voit le Rennes qu'on a vu cette saison, ça peut faire un très très grand match. Ça peut être beaucoup de spectacles. Il peut y avoir pas mal de buts et ce serait sympa, mais écoute, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais que Rennes est un peu traumatisé par le match de 2007 et la cryogénisation, petite pute pour Fauvergue qui est en train d'ouvrir un centre de cryogénie à Villeneuve-d'Ascq. Petit clin d'œil du destin parce qu'il les a cryogénisés en 2007 à la 93e en les privant de Champions League et ça les avait vraiment traumatisés, hein. Ça vaut la victoire de Lyon contre Lens il y a quelques années, en 2002, il y a 20 ans. Qui avait privé Lens du titre de champion de France lors de Oh, la mince. dernière journée. Ouais, je sais, ça fait mal au cœur à tout le monde, c'est pour ça que je le cite. Et donc en 2007, 5 ans plus tard, Fauvergue les avait privés de cette Champions League. J'ai même pas envie qu'on les prive de Champions League parce que, tu vois, Genesio, c'est un mec qui en a pris plein la tronche. Cette année, il est élu meilleur entraîneur. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Christophe l'a dit, c'est un stade dans lequel de plus en plus il y a une bonne ambiance. Ils se font encore... La tradition des tribunes veut qu'on se foute de Rennes. La réalité, c'est que l'ambiance a tendance à monter. Ils sont en train de fidéliser un public dans un stade qui est vraiment sympa. Bon, alors, voilà. Si on joue bien, si on montre des valeurs, tu vois, moi, je suis prêt à perdre 4-3 ce week-end. J'aurais passé une bonne soirée quand même et ça m'ira bien. Ouais, surtout regarder un bon match, hein, parce qu'on a eu des matchs à Mauroy, des 0-0 cette année, franchement, pas beau à voir. Voilà, un bon match de foot. Ben écoutez, alors quelques commentaires pour terminer. On a d'abord le vainqueur du concours. Donc le premier qui nous a dit Joël Henry, et j'avoue que le Henry a eu beaucoup plus de succès que De Prater sur le plan de l'orthographe. C'est Jonathan Lessieux.
qui est le premier à avoir donné la bonne réponse, battant vraiment du demi-roue Thierry. Mais en tout cas, c'est la règle du jeu. C'est le premier qui remporte la place. Donc, on le contactera dans le courant de la journée prochaine pour convenir d'un rendez-vous, ainsi que d'ailleurs que le gagnant la semaine dernière, qu'on contactera donc juste dans les prochains jours. On a également, donc sur les commentaires, on parlait de Damien Boone qui nous dit que tout le monde a pris Vélance du titre tout le temps, sauf en 98. Pour la section Lincel, la cryogénisation ne consiste pas à mettre des glaçons dans le pastis. Cette précision technique était quelque chose qui était important à dire. Et donc, voilà, donc c'était les différents commentaires des internautes très actifs aujourd'hui. Nous n'avons a priori plus rien à dire sur l'île Rennes, plus rien à dire sur cette émission. Je vais vous remercier tous de cette nouvelle participation à cette normalement avant-dernière émission de la saison. On vous prépare peut-être une dernière, donc ce sera peut-être l'antépénultième, on vous le saurez dans les prochaines semaines. Je voulais remercier Stéphane pour sa participation à ce bistrot d'Allé-le-Losc. Merci. Merci aussi à Christophe. Merci à vous. J'adore les bistrots Allé-le-Losc. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, on aurait des poutines, mais bon. Oui, mais c'est parce que le Bordeaux, il fait de plus en plus. Ouais, c'est le Bordeaux. Plus tu bois du Bordeaux, plus les seins descendent et ça forme une C'est ça. Merci à Baptiste pour ces magnifiques statistiques. Merci à toi, bonne soirée à tous. Merci Julien, des Dogs de Paris. Merci à tous, merci à Lorenzo. J'adore Puglia. Tu es originaire d'une région qui est peut-être la plus belle d'Italie. C'est magnifique. Oui, tu as une chance incroyable. Je Il n'y a pas de t'envie discussion sur ça. terriblement. C'est magnifique. On vous laissera vos coordonnées pour que vous puissiez vous mettre sur On veut Twitter. des adresses. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas Lorenzo pour cette première qui en appelle d'autres. Hein, j'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir de nouveau. Bien sûr. Bon, non, je vous remercie franchement. Et voilà, moi, dès que vous voulez parler du LOSC et vous voulez me voir en plus ici depuis l'Italie, voilà, je suis là. Et voilà, ça me fera plaisir. Merci beaucoup à tous. Prépare-nous un petit dossier sur Alessandro Barnaba. Ah ouais, si. Ça, c'est les devoirs que je vais faire à la maison. C'est ça. Ouais, non, bien sûr. Tu repars avec des devoirs. C'est comme ça au bistrot. Ah ouais, mais J'espère que tu as apprécié l'exercice, que tu ne nous as pas trouvé trop bavard. Non, mais pas du tout. Et en plus, j'aime bien cette façon de… on a parlé beaucoup de foot, de ce qui s'est passé, de tout ce que franchement, moi, je lis ou j'écoute pendant la semaine par rapport au LOSC. Donc, j'aime bien parler de cet argument-là. Mais j'aime aussi un peu l'ironie qu'on fait parce que, voilà, c'est quand même une émission du soir. On est bien tranquille, on parle de foot et voilà, c'est bien. Merci à tous. En tout cas, si vous avez un compte Twitter, si vous voulez apprendre l'italien, abonnez-vous au compte Dogs Oui, Italia. c'est une chose ça, parce que moi je parle français, mais ça ne sert pas à grand-chose de parler du LOSC en français, dans le sens qu'il y a beaucoup de pages fans. Donc moi, en étant italien, j'essaie un peu à expliquer les choses et en expliquant mon histoire, ou ce que je fais où je suis du LOSC en italien. Donc Dog Italia, pas Italie, mais Italie avec le A final, soit sur Twitter que sur Instagram. De toute façon, on mettra la petite adresse dans les annonces qui présenteront le résumé sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Allé-le-Losc, à laquelle vous allez pouvoir vous abonner et consulter nos différents replays. Merci à donc, toute l'équipe des piliers du Bistrot. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis ce soir et qui ont été très réactifs sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 35e, je crois, si je compte bien, 35e émission de la saison numéro 2. 35e, nous reviendrons sur le prochain match contre Rennes. Et dernière émission de la saison, sauf si on arrive, et on a quelques pistes sur lesquelles on est en train de travailler, à vous préparer une émission spéciale bilan de fin de saison avec des invités VIP. On vous en parle dans les prochaines semaines. En attendant, on se quitte sur notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, le LOSC! Allez, LOSC! Forza LOSC!
Salut, à bientôt. Au revoir.